Salut à tous, ça y est, on a enfin passé la barre des 100 000 abonnés, c'est un truc énorme, j'aurais jamais pensé arriver là un jour, et ça c'est grâce à vous, et je voulais vous faire une vidéo pour vous remercier. Je vous avais prévenu que je voulais faire une vidéo FAQ, vous m'avez posé plein de questions, donc je vais y répondre. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai changé la caméra de place, mais on est dans la même pièce, on est dans le même environnement. J'ai voulu faire ça parce que cette vidéo, je pense que les personnes qui vont la regarder, c'est vraiment les abonnés de longue date. Je pense pas que c'est des gens de passage qui vont regarder cette vidéo. Je pense que c'est vraiment le cœur de mes abonnements qui vont regarder ça. Et donc ça me faisait plaisir de vous faire un truc un peu plus intimiste, quelque chose de différent, parce que vous m'avez posé plein de questions, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible, notamment sur mon job avant YouTube, pourquoi je me suis lancé dans YouTube, quelles ont été les études que j'ai fait également, donc ça peut être assez intéressant. En tout cas c'est les questions qui semblent vous intéresser, donc j'ai voulu changer un petit peu l'environnement pour tout ça. Alors la première question à laquelle je vais répondre, c'est une question qui m'a été posée par Carguy Matt, et qui me demande avec quel véhicule j'ai grandi, en gros les véhicules de mes parents, etc. Je trouve la question assez intéressante parce que dans la dernière FAQ, j'avais un petit peu répondu à la liste de mes voitures personnelles, mais c'est vrai que les voitures de mes parents, j'en ai jamais parlé. En fait, il y a une raison à cela, c'est que moi, ma passion des bagnoles, elle me vient pas du tout de mes parents, en fait. Mes parents ne se sont jamais vraiment intéressés à l'automobile. Alors, ils ont eu des voitures sympas, hein, mais ils se sont jamais vraiment intéressés à l'automobile. Alors, mon père a eu quelques voitures avant que je naisse. Il a commencé avec une Renault 4L d'ailleurs qui était bicolore, elle était orange et noire. J'ai aucune photo de cette voiture et je suis assez déçu parce que j'aurais vraiment aimé savoir à quoi elle pouvait bien ressembler. Non, moi la première voiture de mon père dont je me souviens, c'était une Peugeot 505 vert kaki. Mon père était très Peugeot à l'époque et il roulait en 505 verte. Je me souviens un jour lui avoir posé la question, j'étais vraiment tout petit, hein, je devais avoir 6-7 ans peut-être. Et il y avait les boutons des aérations dans la voiture. Et il y en avait un avec une sorte de petit ventilateur. Et à l'époque, j'avais aucune idée à quoi ça servait. Je lui ai posé la question comme ça pour savoir. Il m'avait répondu que c'était le turbo de la voiture et qu'on pouvait changer la pression du turbo, si vous voulez, en slidant le truc de l'aération. Et à l'époque, je l'ai cru. Je l'ai vraiment cru parce que je savais absolument pas à quoi ça pouvait servir d'autre en fait. Après la 505, il est passé sur une 607 Versorento. C'était une voiture collaborateur, il avait fait reprendre la 505 pour ça. Et la voiture avait quelques milliers de kilomètres seulement. C'était vraiment une voiture d'un directeur de concession à cette époque-là. La voiture était très bien équipée, c'était une version diesel. Vraiment jolie voiture, surtout à l'époque où on était sur le haut de gamme de chez Peugeot, donc c'était vraiment pas mal. Cela dit, il a eu énormément de problèmes avec cette voiture, notamment avec l'alarme qui se déclenchait, mais pour aucune raison valable, et c'était un peu compliqué. La voiture est retournée chez Peugeot des tas de fois, ils n'ont jamais été capables de trouver le pourquoi du comment. Et il a fini par s'en débarrasser, et du coup, il n'est pas resté chez Peugeot, il est parti chez Mercedes, et il a pris une Mercedes classe C. Je me souviens, c'était une C220 en grise. Bah alors, elle avait rien de spécial, mais c'était une bonne voiture, en tout cas pour partir en vacances, c'était pas mal du tout. Après cette C220, on était vers 2007, la nouvelle classe C venait de sortir, et il a fait l'échange, il a rendu sa C220, et il est parti sur une C200, mais le nouveau modèle, qui était une voiture pas mal non plus, mais je me souviens que j'avais regretté qu'il ait pas pris une version avec l'écran du GPS qui était beaucoup plus grand à l'époque dans la classe C. Ça m'avait marqué à l'époque, je m'en souviens. Du côté de ma mère, la voiture la plus vieille dont je me souviens, c'était une Citroën LNA bleue. Et elle faisait un bruit assez distinctif et on rigolait souvent avec ça d'ailleurs. C'était assez marrant. Après cela, elle a eu une Volkswagen Santana. Alors c'était un énorme bateau, quoi. C'était un truc énorme. Je me souviens que c'était assez compliqué à rouler, c'était vraiment un truc assez énorme. Et il y a la petite anecdote où une fois ma sœur, en sortant d'un parking, avait rayé une grosse partie de la voiture parce que la voiture était juste trop énorme. Et il y a une autre anecdote où une fois ma mère roulait sur un pont qui était un peu étroit.
Et en fait, elle a croisé un camion. Et le camion a accroché avec l'arrière de la remorque, l'arrière de la Santana. Elle était tellement énorme. Et en fait, le camion s'en est pas rendu compte. Et il a traîné la Santana de ma mère, mais sur plusieurs dizaines de mètres avant de se rendre compte qu'il y avait un problème, quoi. Donc elle a fini par se débarrasser de cette voiture qui était un peu trop grosse. Et elle a pris une Peugeot 308 grise. C'était un turbo diesel de 92 chevaux. En fait, je me souviens très bien de cette voiture parce que elle l'a achetée en 98, mais moi c'était ma première voiture, je l'ai eue en 2008. Après cette 308, elle a acheté une Peugeot 307. Je me souviens, elle cherchait une A3 à la base, et finalement les A3 étaient un peu trop chères par rapport à l'équipement, on trouvait pas quelque chose d'intéressant. On avait regardé chez Golf également, à l'époque c'était la Golf 5 si je me souviens bien, et il n'y avait rien de transcendant. On avait fini sur un parking de concession de Peugeot à Metz, parce qu'ils avaient une Golf à vendre. Et finalement, ce qu'on a trouvé, c'était une 307 qui était sur le parc. C'était une 307 assez spéciale, puisque c'était une 307 féline. Donc un 2 litres essence, 180 chevaux, le même moteur que dans la 206 RC. Donc c'était une bombe cette voiture, c'était vraiment génial avec le cuir, intérieur cuir bordeaux et l'extérieur en gris anthracite. C'était vraiment une très jolie voiture. Elle l'a gardée quelques années et elle a fini par enfin acheter sa A3. Puisque c'était vraiment la voiture dont elle rêvait, c'est la A3 noire qui est passée dans quelques-unes de mes vidéos. A3 qui, comme vous le savez, si vous avez suivi un petit peu les vidéos qui en parlent, on a fait une reprise dessus et elle est partie sur un BMW X3. C'est celui qu'on voit dans certaines de mes vidéos également. Alors il y a Airsoft Project Innovation qui me demande à quand un feat avec Villebrequin. Et bah ça y est, c'est fait, ça a été tourné il y a quelques semaines de cela. La vidéo va sortir sur la chaîne de Villebrequin dans quelques semaines, je pense. Et il n'y a pas que moi, il y a également PDLV, il y a Garage Bagnole et Rock'n'Roll, il y a le site Benzine, le site d'occasion auto, et également Project 86, c'est un mec que je connaissais pas du tout, mais j'ai découvert sa chaîne en même temps que lui, en le rencontrant là-bas. Et c'est un mec en fait qui a fait importer du Japon une AE86 qu'il a entièrement transformée pour ressembler aussi proche que possible à celle d'Initial D. Et elle est magnifique, j'ai pu la voir en vrai, j'ai pu monter dedans, j'ai pu vraiment... la voiture est superbe et je vous invite à aller voir sa chaîne, je vais mettre un lien quelque part, je sais pas où. De toute façon, ça sera dans la description, mais n'hésitez pas à aller voir parce que tout l'enchaînement de ces vlogs, c'est super intéressant. On voit toute la recherche de la voiture, etc. Enfin, moi, j'ai adoré. Ah, d'ailleurs, en parlant de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, il m'a posé une question pour ma FAQ, donc je vais quand même y répondre. C'est: as-tu fait des opérations de mécanique sur une de tes voitures? Et si oui, as-tu apprécié, détesté? Alors oui, j'ai fait une opération de mécanique sur une de mes voitures et c'est pratiquement la seule opération que j'ai fait parce que je suis très mauvais de mes mains. Vous avez pu le voir quand j'ai installé les LED dans la 308, j'ai fait n'importe quoi, c'était assez compliqué. La seule véritable opération mécanique que j'ai fait, c'était sur ma Mazda RX-8 et j'ai changé la ligne en fait. J'avais acheté une ligne complète avec en gros le 4-back, le DFAP, etc. C'est une ligne super sprint. Qui faisait un bruit, c'était de la folie, c'était pas du tout en adéquation avec les performances de la voiture, mais bon, c'était assez marrant. Ça faisait vraiment un bruit de moto, alors que la voiture, c'est une RX-8, donc ça avance, mais si vous voulez, officiellement, elle fait 231 chevaux, mais elle sort pas du tout ses chevaux. Je pense que la mienne devait sortir à 180-190 chevaux, grand max. Donc c'était pas une voiture pour faire de la vitesse. Par contre, le châssis était au top, c'est-à-dire que quand on prend des petits virages, c'était nickel. Bon, par contre, ce qu'on voulait parler, c'était l'opération mécanique. Donc le changement de cette ligne, c'était affreusement laborieux. Tous les boulons étaient complètement serrés, donc il a fallu tirer dessus comme des malades. En plus, on n'avait pas de pont pour la soulever, donc on a fait ça au cric et tout avec des potes. Enfin, c'était affreusement compliqué, mais bon, c'était marrant. C'était il y a quelques années maintenant, j'étais encore tout gamin, donc c'était assez drôle. Et non, j'ai quand même apprécié parce que c'était un plaisir de modifier moi-même ma voiture finalement. Mais cela dit, je l'ai plus jamais refait après. Bon, après cela, je voudrais répondre à un ensemble de questions. Ça doit être les questions qui m'ont été le plus posées sur cette FAQ. C'est en gros comment je suis devenu designer, quels sont mes projets sur lesquels j'ai travaillé, pour quelle marque j'ai travaillé, etc. Vous êtes assez curieux sur ce sujet, donc je vais essayer d'en parler un petit peu. Alors personnellement, moi j'ai commencé à rêver
de devenir designer, j'étais tout jeune en fait. Je dessinais tout le temps des voitures. C'est-à-dire que même j'avais pas mal de profs qui étaient pas très contents de moi parce que je dessinais toujours des voitures sur mes cahiers, dans les marges des cahiers, etc. Et ils me disaient toujours, mais arrête de faire ça, écoute en cours, arrête de dessiner. Je me souviens même que parfois, machinalement, je dessinais dans la marge sur mes copies de contrôle. Et j'ai pas mal de profs qui m'ont dit, mais réponds aux questions au lieu de dessiner dans la marge. Et ils avaient raison, j'aurais vraiment dû me concentrer plus sur ce qu'ils me disaient, parce que j'ai plein de lacunes dans des matières, qui auraient pu être intéressantes par la suite. Malheureusement, j'ai passé tout mon temps à dessiner quand j'étais gamin. Sauf qu'un jour, on m'a expliqué que c'était un métier de dessiner des voitures. Et moi je pensais qu'il y avait seulement le côté artiste, c'est-à-dire faire de la peinture, etc. En réalité, non, le métier de designer existe. C'est-à-dire il y a forcément des gens qui travaillent pour dessiner les choses qu'on achète tous les jours. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, ça m'était jamais venu à l'esprit qu'un ordinateur, un micro, une télé, il faut que quelqu'un le dessine à un moment, il faut que quelqu'un le stylise, il faut que quelqu'un en donne une identité visuelle. Et le jour où j'ai découvert ça, ça a été génial parce que pour moi c'était évident. C'était vraiment ce que je voulais faire. Je voulais dessiner des trucs pour pouvoir être créatif, mais que ça serve à quelque chose. Sans vouloir insulter les artistes, les peintres, etc. Quand j'étais gamin, j'avais l'impression que ça servait à rien. Je comprenais pas l'art. Donc ça m'amusait de dessiner, mais je comprenais pas l'intérêt qu'il y avait derrière l'art. Et du coup, je voulais pas devenir artiste. Je voulais avoir un intérêt dans la création de matériel. Je voulais une place dans l'industrie quelque part. Je voulais pas être simplement artiste parce que j'en comprenais pas le sens. Donc pour moi, le métier de designer, mais c'était génial. Quand j'ai découvert que ça existait, c'était un moment eureka pour moi quelque part. Donc vers 10-11 ans, je me suis mis dans la tête de devenir designer. Et je dessinais, je savais pas exactement ce que ça allait donner. Je me suis pas suffisamment renseigné quand j'étais gamin, c'est-à-dire que j'ai fait un bac STI génie mécanique, donc c'est l'équivalent du STI 2D maintenant en gros, et c'était beaucoup trop dirigé industriel, alors que j'aurais pu faire un truc d'art appliqué, quelque chose plus destiné au design. Bon, j'ai eu mon bac STI et j'ai continué dans la même lignée parce que en fait j'ai fait un bac où j'ai pas eu de très bonnes notes, j'avais pas vraiment le choix dans mon orientation d'éducation, donc je suis parti sur un IUT génie mécanique et productique où j'ai appris plein de choses, c'était super intéressant. Mais c'était très éloigné du métier de designer. J'aurais plutôt dû me diriger vers un BTS design produit en fait. Mais à l'époque, je savais même pas que ça existait. Je me suis vraiment pas suffisamment renseigné là-dessus. Et j'avais à l'époque un petit peu abandonné l'idée de devenir designer parce que je m'en sentais plus capable. Je pensais que c'était beaucoup trop dur pour moi, que de toute façon, voilà, j'étais mauvais à l'école, donc ça ne marcherait pas vraiment. J'ai fini par avoir mon DUT génie mécanique et productique avec de fortes difficultés. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais intégrer une école de design à ce moment-là. Alors c'était une école privée, une école qui coûtait déjà pas mal cher à l'époque et qui coûte encore plus cher maintenant. Il s'agit de ISD à Valenciennes qui s'appelle maintenant Rubica. Et ça a été assez plaisant pour moi de me dire que finalement, je pouvais quand même poursuivre des études de design alors que je pensais vraiment plus ça possible, j'avais vraiment complètement abandonné l'idée. Donc pour tous ceux qui voudraient devenir designer, tous ceux qui ont l'envie de faire ce métier, lâchez pas l'affaire quoi. C'est-à-dire que n'importe quel âge que vous avez, il y a toujours possibilité de bifurquer sur quelque chose quoi. Alors l'idéal c'est de s'y prendre le plus tôt possible, hein, si vous êtes encore au collège. Essayez de choisir un bac où on touche un peu le papier, hein, on gratte un peu le papier, quelque chose où on dessine, quoi. Si vous avez déjà votre bac, que vous cherchez quelque chose en post-bac ou vous êtes en terminale, dirigez-vous plutôt sur un BTS design produit, voire directement une école de design si vous avez le budget. C'est un peu compliqué parce que les écoles de design, ça coûte... C'est une fortune. Il faut compter un peu moins de 10 000 € à l'année.
c'est sur 5 ans, donc on parle de 50 000 € quand même de budget pour faire une école de design sur 5 ans. C'est énorme, il y a des banques qui vous font des prêts, etc. Mais si vous pouvez économiser 2 ans en faisant un BTS design produit, autant le faire. Surtout que si vous loupez votre école de design, au moins vous aurez un bac+2. Donc essayez plutôt de vous diriger là-dessus. Bon, du coup, ensuite, après mon école de design, une fois que j'ai été diplômé, donc j'ai désormais un master de design industriel spécialisation transport en poche. Avec ça, on fait quoi? Eh ben, on se galère parce qu'il y a très peu de place dans le monde du design. Moi, j'ai eu énormément de chance de décrocher un stage chez Pilote, en fait, les constructeurs de camping-cars. Donc là, on était en 2015 et j'ai fait mon stage chez Pilote où ils avaient de gros besoins en design. En fait, ils n'avaient pas de designer. C'était à l'époque un technicien qui faisait ça, donc quelqu'un qui fait des modèles 3D en fait. Donc il n'y a aucune formation créative si vous voulez. Donc au niveau du design c'était pas ça. Donc ils avaient vraiment besoin de quelqu'un pour leur dessiner leur véhicule. Et c'est là que dès mes 6 mois de stage chez Pilote, je leur ai dessiné les intégraux, donc toute la gamme intégrale du groupe Pilote, donc tous les véhicules Pilote et Bavaria, ceux que je vais mettre en photo quelque part ici. Par la suite, étant donné que ça se passait bien, ils ont décidé de m'engager, donc je suis resté quelques années chez Pilote. J'ai dessiné plusieurs véhicules du groupe, que ce soit intérieur ou extérieur. J'ai notamment fait le Voyageur Signature, qui est celui-ci, que personnellement j'aime beaucoup. C'est le premier camping-car avec des rétro-caméras. C'est sorti même avant le Audi e-tron, donc c'est un des premiers véhicules en Europe à avoir des rétro-caméras. Donc je suis assez fier d'avoir pu dessiner un véhicule comme celui-ci. Donc c'était vraiment éclaté à le faire, il y avait beaucoup de travail mais c'était vraiment génial. J'ai fait également le liner, j'ai fait quelques intérieurs, enfin j'ai fait pas mal de boulot chez Pilote. Et puis finalement il y a environ un an, je les ai quittés pour monter mon propre projet finalement, ma boîte de design en freelance, qui me permet de travailler sur des projets beaucoup plus différents, beaucoup plus variés. Bon alors je travaille encore pour Pilote un petit peu, je leur fais encore quelques véhicules, mais ça me permet également de travailler sur d'autres projets. D'ailleurs n'hésitez pas, je fais ma petite promo en même temps, si vous travaillez dans un bureau d'études ou quoi que ce soit qui crée des véhicules, donc soit des véhicules industriels, même de l'agricole, du transpalette ou enfin quoi que ce soit, n'hésitez pas, si vous avez des besoins design, à me contacter. Moi je serais ravi de vous faire des propositions, n'hésitez pas. Alors dans certaines questions, il y a des gens qui me demandent quels sont les projets sur lesquels j'ai travaillé. Alors malheureusement, c'est des projets qui sont encore en cours, donc les projets avec lesquels je travaille dans mon entreprise, je peux pas vraiment en parler. Le seul projet, mais j'en ai déjà parlé, c'est la 720S que j'ai réalisé il y a un an. Donc c'est un intérieur de 720S que j'avais réalisé, vous en avez sûrement entendu parler, j'en avais fait quelques vidéos à l'époque, mais bon du coup ça vous en avez déjà entendu parler, les autres projets je peux pas encore en parler, j'espère pouvoir en parler par la suite. J'ai également 2-3 personnes qui me demandent de leur dire pourquoi j'ai commencé YouTube, et la question est un petit peu liée avec la précédente quelque part, puisque quand j'ai été diplômé en 2015 et que j'ai commencé à travailler chez Pilote, je me suis rendu compte que je m'ennuyais un petit peu le soir. C'est-à-dire que quand j'étais en études, quand on rentrait le soir, il s'agissait de travailler sur les projets, etc. et de travailler jusqu'à pas d'heure, jusqu'au lendemain. Donc j'avais l'impression de faire du Photoshop tout le temps, de dessiner tout le temps, de bosser tout le temps. Et quand je suis entré chez Pilote, c'était assez agréable au départ de pouvoir se poser, regarder la télé, etc. Mais en fait, je me suis rapidement ennuyé, j'avais rapidement envie de faire autre chose. Et j'ai commencé à recommencer quelques Photoshop, mais pour moi, des petits délires, des petits trucs, des petits amusements. Et j'ai fini par les uploader sur YouTube. C'est comme ça que la Talisman RS s'est retrouvée sur YouTube, que la 718 Targa, etc. C'est mes premiers Photoshop que j'ai mis sur YouTube. Et finalement, ça a bien marché, les gens ont accroché, vous avez accroché. Vous avez bien aimé, et c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube, puis j'ai commencé à sortir des vidéos de temps en temps. Et puis c'est vrai qu'il y a un an, j'ai voulu redonner un nouveau souffle à la chaîne, et c'est là que j'ai commencé à vous raconter des histoires où je suis posé au bar juste là, et je vous raconte un petit peu des histoires du monde automobile ou des véhicules auxquels il arrivait des choses un peu intéressantes. Et vous avez encore plus accroché, donc j'adore, moi je m'éclate, donc on va continuer comme ça pour l'instant.
Bon alors je fais un petit peu le tour des commentaires que vous m'avez laissés, je regarde un petit peu s'il y a des choses intéressantes auxquelles j'ai pas encore répondu. Ah si, il y a une petite question intéressante de Morgan Bellia qui me demande « Salut, pourquoi ton caïman est sur le bon coin ?» Alors effectivement, j'ai mis le caïman en vente, je suis pas pressé de le vendre clairement, mais voilà, j'ai d'autres projets en tête. Et s'il part, il va y avoir d'autres choses plutôt intéressantes sur la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, si vous cherchez un caïman GTS ou si vous connaissez quelqu'un qui en cherche un, n'hésitez pas à me contacter. Il est effectivement en vente à l'heure actuelle. Alors toujours en parlant du caïman, il y a Max qui me demande quand et comment t'es venu l'idée d'acheter une vraie voiture de sport? As-tu visé l'achat de ce genre de voiture depuis toujours ou as-tu fait cet achat sur un coup de tête pour te faire plaisir? Alors... ça date de la RX-8 en fait. Hein. Ma première vraie voiture intéressante, vraie voiture de sport, c'était la RX-8. Et en fait, c'était la voiture de mes rêves à l'époque. J'adorais cette voiture. J'étais fan de la RX-7 avant et finalement, j'ai adoré la RX-8 au moment de sa sortie. Et j'ai tout fait pour en avoir une en fait. J'ai tout fait pour en avoir une et j'ai fini par l'avoir. Et c'est comme ça que s'est enclenché un processus où j'aimais bien avoir une voiture de sport, une voiture intéressante entre les mains. Et j'ai commencé finalement à changer de voiture pratiquement tous les ans et à upgrader un petit peu à chaque fois. Donc c'est vraiment un processus qui s'est fait. Je me suis pas décidé du jour au lendemain à acheter un Cayman GTS parce que avant j'avais un Cayman S, avant j'avais un Boxster classique, avant j'avais d'autres choses. Donc ça s'est fait petit à petit quelque part. Et la seconde question qui est un petit peu liée, c'est comment les gens, entre parenthèses notamment ton cercle proche, te voient tous les jours en caïman. Alors mon cercle proche, maintenant ils sont complètement habitués, parce que ça fait 10 ans que je roule des voitures de sport et qui sont un petit peu chères, qui sont un petit peu voyantes. Maintenant ça les surprend plus. C'est vrai que les nouvelles personnes qui entrent dans ma vie sont parfois un peu surprises à se demander mais déjà comment tu te payes un truc pareil, pourquoi tu te payes un truc pareil, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas pourquoi mettre autant d'argent dans un véhicule qui te mène d'un point A à un point B finalement. Donc c'est toujours des explications à faire, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours amusant d'ailleurs de faire ce genre d'explications, mais malheureusement il y a des gens qui sont comme ça et il faut leur expliquer de pourquoi tu te fais plaisir avec une voiture. J'ai également des questions sur quelle serait ma voiture préférée. Alors, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais pour moi, le rêve, c'est une 918 Spider, ça a toujours été le cas depuis la sortie. J'adore cette voiture, c'est pas forcément parce que c'est une Porsche, mais j'ai l'impression que c'est le top en ce qui se fait actuellement. Alors, elle serait forcément dans mon garage de rêve en tout cas. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire une vidéo sur mon garage de rêve, il y aurait sûrement des surprises. Alors, il y a Eren Adclay qui me dit « Salut Laurent, tu pourrais essayer des voitures pour la chaîne, ce serait cool. » Alors, oui et non, j'en essaie quelques fois, mais c'est toujours un petit peu compliqué parce que moi je suis pas journaliste auto et les gens ont du mal à recevoir mon avis qui est très subjectif en fait. Je donne mon avis personnel et je compare par rapport à ce que je connais et c'est vrai que les gens aiment pas forcément, donc en général je m'en prends plein la gueule dans ce genre de vidéo, donc j'en fais rarement, c'est à dire que je vais pas vers les marques pour leur demander des voitures. Il y a certaines marques qui viennent me voir et qui me proposent des voitures et à ce moment là j'accepte et je fais une vidéo, mais je suis pas demandeur de ce genre de vidéo. Il y a Corentin Schnell qui me dit Salut Laurent, si tu remplaçais ta 308 SW, quel serait le daily de tes rêves? Alors, si je devais remplacer ma 308 SW tout de suite, avec un budget très raisonnable, ça serait sûrement une A6 break d'occasion. Quel serait le daily de mes rêves? Je pense que ce serait une Panamera Sport Turismo. Alors il y a Ogmar qui me pose une question qui est assez intéressante et qu'on me pose de temps en temps. C'est on connaît ton engouement pour le design des voitures, mais qu'en est-il de celui des motos? J'en ai absolument aucun intérêt pour les motos. Je comprends qu'on puisse aimer ça, mais moi je m'y suis jamais intéressé, je reconnais pas les modèles de moto, j'y connais rien, je suis jamais monté sur une moto, je sais pas, j'ai jamais eu aucun intérêt pour les motos, donc je sais pas pourquoi, je sais pas. Bon, je pense avoir déjà répondu à pas mal de questions, donc je pense qu'on va en rester là. En tout cas, merci beaucoup pour les 100 000 abonnés, merci beaucoup
pour tout ce que vous laissez en commentaire sur les vidéos, c'est toujours génial. Je peux malheureusement pas répondre à tout le monde, je reçois énormément de commentaires, énormément de messages privés. Je suis désolé, vous vexez pas si je réponds pas à tout le monde, c'est assez compliqué. Cela dit, si vous voulez entrer en contact avec moi facilement, si vous voulez qu'on discute de temps en temps, je vous conseille plutôt de rejoindre le Discord de la chaîne. J'y suis assez régulièrement, on est une communauté de fans d'automobile assez importante désormais. Donc n'hésitez pas, ça peut être sympa de nous rejoindre. Le lien est dans la description en dessous. Il suffit juste de faire une petite présentation assez complète à l'entrée du Discord, histoire de ne pas avoir tout et n'importe qui se pointe, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent foutre un petit peu la merde, mais sinon voilà, vous êtes les bienvenus. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!